bienvenue pour ce nouveau numéro de French Big Ballers, le podcast qui parle de l'actu de votre franchise NBA. Si une grande partie de la France doit faire face aux intempéries et aux autres inondations, il n'en est rien du bateau Purple and Gold qui continue tranquillement sa croisière sur le fleuve NBA. Mais avant d'en parler, laissez-moi vous présenter ceux qui seront avec moi ce soir. Ils se donnent 2 fois par semaine à la salle de boxe en prévision d'un voyage à LA et d'une hypothétique série Lakers-Clippers. Nas, comment ça va ? Écoute, salut Clément, super intro comme d'habitude. Moi ça va très très bien, un peu fatigué ce soir, mais toujours là, toujours en place. Il cumule plus de postes que Jean-Paul Delevoye, ce qui explique ses cernes, son ton caustique lorsqu'il répond à d'autres comptes NBA FR, et le fait qu'il roule un Aston Martin tout en touchant le RSA. Adrien nous fait le plaisir d'être avec nous. Adrien, comment vas-tu ? Écoute, ça va. Extrêmement content, comment dire, que le gouvernement actuel me donne d'excellentes opportunités professionnelles. Est-ce qu'on peut se passer des commentaires sur le PERP et plutôt parler des matchs, messieurs ? Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on les avait quittés à l'aube d'un gros début du mois de décembre, avec de nombreuses échéances importantes face à des équipes plus solides que les franchises de J-League rencontrées jusqu'alors. Et il faut dire, messieurs, que les Lakers s'en sont plutôt bien sortis avec un total de 9 victoires et une seule défaite concédée face aux Mavericks. En a-t-on trop fait avec le calendrier ou les Lakers ont-ils bénéficié d'un nouveau complot de la NBA pour avoir des matchs faciles tout au long de l'année ? Ah non, laisse ça aux autres comptes, s'il te plaît. Alors du coup, pour répondre à ta question Clément concernant le FC calendrier, comme on l'a appelé sur le compte... Déjà, c'est quand même une fine analyse des cas des Clippers. Effectivement. C'est vrai que c'est un constat qui a pas mal été fait par les fans des Clippers. Alors, j'ai vu aussi quelques fans. Après, ça dit, voilà, c'était pas les seuls. Non, c'était pas les seuls. J'ai vu des fans des Celtics, j'ai vu des fans des Sixers aussi, pas mal en parler. Pas de fans des Bucks, hein, n'est-ce pas ? On ne dira pas pourquoi. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, ils ont plus grand-chose à faire valoir. Là, sur les 10 derniers matchs en question, on en gagne 9, on en gagne pas mal à l'extérieur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur une série quand même de 14 victoires à l'extérieur, 16 victoires sur les 17 derniers matchs. Effectivement, dans cette série, il y a eu des matchs, on va dire, faciles, même à l'extérieur, notamment des équipes comme les Hawks. On chute aussi, c'est vrai, face à une équipe playoffable, on va dire. On ne sait pas si elle sera playoffable du coup avec la blessure de Doncic. Moi, je l'espère qu'elle le sera, qui est donc les Mavs. Mais là, aujourd'hui, les gars, je pense qu'il faut passer à autre chose et se dire que la force des Lakers, c'est pas seulement un calendrier, on va dire, avantageux. Effectivement, on a 2 gros tests là à l'extérieur qui nous attendent, Indiana et Milwaukee. Je crois que les 2 c'est à l'extérieur, c'est bien ça ? Ouais. On verra à l'issue de ces 2 matchs-là. Mais enfin, on va pas reporter de 2 semaines à chaque fois que les Lakers enchaînent 5 victoires ou 6 victoires. On va pas reporter de 2 semaines en se disant on reverra dans 2 semaines, on reverra dans un mois. Là, on a un bilan de 24 victoires pour 3 défaites. Ça se passe de tout commentaire à mon sens. Le pire, c'est que tu vois, si tu perds un match contre les Bucks à Milwaukee, ce qui serait pas étonnant non plus, puisqu'ils sont quand même premiers de la NBA, tu auras quand même des mecs qui vont dire bah voilà, on l'avait dit. Ouais, c'est ça. Ça vaut plus rien. Ouais, bon après écoute, ce sera comme ça, c'est le jeu. Mais moi je me dis une équipe des Lakers avec un LeBron et un AD qui affiche un pareil niveau de jeu à ce moment-là de la saison, je me dis que c'est une équipe qui va faire très très mal arriver en play-off, parce que si déjà t'as du mal à taper LeBron et AD sur qui sont quand même fatigués, parce que c'est un rythme qui est pas évident, on a des road trips, etc. Si aucune équipe arrive à nous taper maintenant en saison régulière pour aller nous chercher sur 7 matchs au moment des playoffs, ça va être... surtout qu'en plus, on risque peut-être de modifier un peu le roster d'ici là, l'ajuster, encore plus d'automatisme dans le roster, etc. Moi, je me dis ça va être une belle saison, franchement, j'en suis convaincu. Mais je vais te demander ton avis, Adrien, après. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a accéléré. Le calendrier s'est complexifié, il n'y a pas de doute sur ça, mais on a accéléré. Et ça se voit au niveau du jeu, ça se voit dans les chiffres, et ça se voit au niveau du résultat. Tu gagnes un back-to-back Denver, Utah. Donc, ils ne sont certes pas au mieux, mais voilà, tu les tapes. Tu vas taper Miami, qui est invaincu à domicile depuis le début de la saison. Moi, je suis serein. Je suis serein à l'avenir. Adrien, ton point de vue, du coup ? Beaucoup de choses ont été dites, mais pour revenir sur la série de victoires, on se rend compte que sur les 10 derniers matchs, il y a deux parties de la série. La première, on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit la plus difficile, puisqu'on se rendait à Denver, à Utah et à Portland, même si Portland est moins bien. Cette année, c'est quand même une salle où il est toujours compliqué de voyager. Et c'est là où on se rend compte qu'on a nos plus belles victoires, donc les plus gros écarts. Alors que sur les 5 derniers matchs, c'est quand même un petit peu plus facile pour nous. Notamment, je pense au match contre Orlando, les Hawks. On est un petit peu plus en galère.
Ceci étant dit, et notamment sur les 3 derniers matchs, on a quand même joué 3 équipes de la conférence Est qui sont pas censées être dans le même tiers. Tu as le Heat qui est, on va dire, fait partie du top de la conférence. Tu as le Orlando qui est dans le ventre mou, limite playoffable, et tu as les Hawks qui est un candidat à la loterie. Un candidat très sérieux à la loterie. Très sérieux. Mais à chaque fois, en fait, tu fais juste le nécessaire pour l'emporter. Tu vois, tu te mets un petit peu à niveau de l'adversaire et tu passes le coup d'accélérateur qu'il faut à chaque fois pour leur passer devant. Et ça, c'est quand même un signe qui est encourageant. C'est-à-dire que on gagne sans trop forcer. Tu vois. Après, il y a des matchs où on se fait peur quand même, là, sur les 3 derniers. Non, oui, mais quand je dis en plus qu'on gagne sans trop forcer, c'est que je reprenais une stat mise au point par B-Ball Index qui était la box score mais couplée avec le luck adjusted net rating. Ouais. Donc en gros tu expulses le facteur chance du net rating et tu regardes et on gagne tranquille, on gagne même plus tranquille que ce que le score le laisserait préjuger. Tu vois, contre les Hawks, le vrai score, si tu veux, face aux Hawks, ça serait 101-92, enfin 102-92. Contre le Heat, 116-113, un peu plus serré. Contre Orlando, 104-97. Et je reprends un autre match où ça a été très serré pour nous, on a failli le perdre. C'était contre Nola, où on fait 112-106. Tu vois, on n'est pas... C'est logique. On est juste, on est plus fort. On est plus fort, on est plus costaud. Une stat aussi qui n'a pas été rappelée là, mais on est très bon dans le money time. Ça, c'était un de nos amis aussi qui nous l'a mentionné un petit peu sur Twitter. Je crois qu'on est à 11-1 dans les matchs où c'est serré à la fin. Ouais. C'est monstrueux, quoi. 12-1 maintenant, oui, en rajoutant le l'heure. Mais non, mais même pas quand t'es voulu. J'ai pas compris. Non, c'est vrai, parce que on est devant tout le temps. Je balance pas, mais c'est Nas qui a envoyé le tweet, mais dans un sens où ils ont 15 000 occasions de nous tuer. Ouais, voilà. En fait, c'est vrai que le tweet a mal été compris. Et moi, excuse-moi, je te coupe. Moi, je l'ai mal aussi. J'ai mal choisi mes mots. Effectivement, j'ai parlé d'un braquage. En fait, c'est pas réellement un braquage puisque effectivement, on est devant pendant tout le match. Mais honnêtement, sur le contenu, on a laissé des chances. Moi, il y a une stat qui m'a frappé. On perd un nombre de ballons incalculable. 31 de mémoire, c'est ça? C'est 31 ou 33, je sais plus. Et les Hawks en points of turnovers, ils sont même pas 20, tu vois. Tu fais ça contre une équipe un minimum solide, elle t'en met 30, 35, 40 dans la gueule, tu vois. Et les Hawks, on les gagne pas finalement avec un écart de fou. Du coup, voilà, c'est en ça que j'ai parlé d'un braquage. C'est qu'on perd énormément de ballons, on a une efficacité à 3 points qui était horrible. Je crois que c'est 14 ou 16% à 3 points sur 31 tirs. Et malgré tout, on gagne. Mais malgré tout, c'est ça. Mais tu gagnes. Voilà. Donc voilà, moi c'est en ça que j'ai parlé d'un braquage, c'est te dire tu joues vraiment là pour le coup en tong et tu repars avec la win. Voilà. Mais j'aurais pas dû dire un braquage, j'aurais peut-être dû choisir un autre terme. Enfin voilà, c'était ça le fond de ma pensée. Pardon Clément, je te laisse reprendre. Non du tout, mais moi j'allais pointer du doigt plus que se focaliser sur les matchs de façon individuelle où tu peux te dire voilà contre les Hawks, en fait tu revois un match qu'on avait vu en début d'année où il n'y avait pas d'adresse extérieure, il y avait un peu de manque de cohésion, etc. Donc beaucoup de pertes de balles, mais tu arrivais à gagner parce qu'en défense tu faisais des phases intéressantes et tu faisais des actions clutch comme AD qui vient contrer Trae Young, Young qui essaie de contrer. AD, ça a moins bien marché ça. Mais je regardais plus sur la série de 10 matchs qu'on a vu depuis le dernier podcast. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nos stats se sont améliorés, que ce soit le offensive rating ou la defensive rating, et tout en augmentant le pace. Ok. C'est-à-dire que, théoriquement, on a joué plus vite, on a joué plus de possessions, et on arrive quand même à être meilleur en défense, donc 102.5 au lieu de 103.3 avant, meilleur en attaque, donc 113.5 au lieu de 111.12 avant, 111.2 avant, tu vois, et tu arrives quand même à être meilleur. Et ce qui est corrélé à ça, c'est on a enfin une adresse à 3 points, et c'est ironique quand tu vois le dernier match, on a enfin une adresse à 3 points qui est dans la moyenne. On rentre 38% de nos tirs à 3 points. Non, on est meilleur à 3 points. Ah, tu parles sur l'ensemble du match ou que sur la série des 10? Sur la série. Non, sur l'ensemble de la saison, on a monté la moyenne, on est revenu à 38% du coup. Ok. Parce que sur la série, on est au-dessus évidemment. Oui, c'est ça. Ça nous a tiré vers le haut. Ouais. On est 8e sur les 10 matchs. Par contre, on est toujours 25e sur les tentatives. C'est ça. J'allais pointer du doigt que le point noir, c'est que justement, on pourrait peut-être en prendre plus de tirs. Ce qui est finalement super ironique quand on le met en comparaison avec le match d'avant-hier. Mais le match d'avant-hier, c'est qu'un seul match parmi
voilà, par 1082 sur une saison. Donc, faut pas rester focalisé sur une méforme au tir contre les Hawks, par exemple. Ça m'amène quand même ça peut nous faire rebondir sur des questions qu'on a eues, notamment au sujet de Frank Vogel, ce qu'on pensait de Frank Vogel, de son influence sur les super résultats qu'on a. Est-ce que les joueurs performent dans un système plutôt classique? Je lis le tweet de John Akeshiva et celui de Jean Wilson qui nous demandait ce qu'on pensait des temps de jeu, des systèmes et le rôle des assistants. Est-ce qu'il y a un impact? Alors oui, il y a un impact, on est tous d'accord pour dire ça. Mais est-ce qu'on peut être ultra satisfait par rapport à ce qu'on avait pu pointer en début de saison? Vous vous souvenez, on avait dit qu'en défense, on pouvait parier sur une énorme défense des Lakers. C'est tout pointé dans ce sens. Par contre, on avait plus de doutes au niveau de l'attaque et on espérait que Frank Vogel se renouvelle. Est-ce qu'on peut parler de renouveau, Adrien, ou rapidement? Alors, moi, je pense que Vogel en attaque et son staff sont énormément aidés par LeBron James et par ce qu'il produit en attaque quand il a la balle dans la main. Franchement, c'est un truc de fou. Vraiment, il suffit de regarder ne serait-ce qu'un seul de nos matchs, même dans un match pas ouf de LeBron, il va arriver à créer des situations il va réussir à bonifier en fait les personnes qui sont sur le parquet avec lui d'une façon ou d'une autre. Il lit super bien les cuts, il lit super bien tout ce qui est sur pick and roll, etc. avec AD, même des fois avec Maggie. Et je pense que il faut quand même vraiment donner un gros coup d'os à LeBron sur la qualité de notre attaque. Maintenant, ceci étant dit... Oui, autrement dit, je te coupe, autrement dit, l'impact gravitationnel de AD et LeBron suffit à lui-même pour créer des espaces pour les autres joueurs. Ça, c'est vrai mais dans un sens, après, sans pointer du doigt quelqu'un, je ne veux surtout pas faire ça, mais l'année dernière, on s'était plaint d'un coaching staff qui ne faisait pas jouer les joueurs selon leur qualité et selon leurs compétences. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, dans un sens, c'est peut-être, ça paraît pas sorcier sur le papier de faire jouer LeBron en premier porteur de balle et d'utiliser Anthony Davis et d'utiliser les autres pour shooter, mais ça marche. C'est la recette qui marche et puis on voit aussi qu'il y a quand même quelques systèmes. Tu vois, Adrien décortique de temps en temps sur le compte. Il y a quand même aussi quelques systèmes qui sont mis en place. Il arrive à lire aussi, lui et son staff arrivent à lire certaines faiblesses dans les défenses adverses. Donc le hit, donc Adrien l'avait très bien souligné. Moi, juste, j'aimerais faire une petite digression rapide. Il y a quelque chose, moi, pour le coup, sur Vogel et son staff aussi, qui me plaît énormément, c'est la qualité des rotations. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de pointer du doigt, justement, qui t'a parlé de lui et de son impact pour l'équipe. Moi, je trouve qu'il met des rotations en place qui sont super cohérentes. Alors, effectivement, ça peut être perfectible et tout est subjectif. On pourrait aussi se dire qu'il fait trop jouer Rondo et pas assez Caruso, effectivement. Mais il n'y a aucun moment où tu te dis que l'équipe sur le terrain est perdue et se fait laminer. Alors, elle est parfois perdue parce que c'est pas assez solide en défense au périmètre. Mais ça, si tu veux, c'est le roster et c'est son équilibre qui fait que. Mais voilà, quand t'as LeBron tout seul, ça fonctionne très bien. Quand t'as AD tout seul, qui joue parfois avec dans des rotations pas évidentes pour lui, ça se casse jamais vraiment la gueule. Et donc voilà, moi c'est ça que je voulais vraiment pointer du doigt par rapport à Vogel. Pardon, j'ai fini pour ma digression. Non, c'était pas vraiment une digression puisque nous avait posé la question justement sur les rotations et c'était vraiment aussi un point positif que je trouvais à Frank Vogel qui a réussi à intégrer et notamment KCP qu'on a déglingué à juste titre, qui était totalement hors de ses pompes et en fait il l'a pas enterré, il a continué à le faire jouer et peut-être à le faire jouer avec des joueurs qui lui correspondaient mieux et qui le mettaient un peu plus en confiance et ça s'est bien passé. Donc moi pour le moment je suis content et les joueurs semblent être contents aussi du travail de Frank Vogel. Donc Adrien, oui, je vais rebondir sur la question de l'agent Wilson sur le rôle des assistants et j'avoue qu'on a très peu de vision et de lisibilité sur exactement le rôle et l'impact de chacun. Quand j'ai vu la question passer, j'ai essayé de faire un petit peu de recherche et à part un article de Sam Amick sur The Athletic, et je ne suis pas abonné à The Athletic donc je ne connais pas le contenu de l'article en question, j'ai pas vraiment trouvé de choses. Mais on en avait parlé lorsque le coaching staff avait été finalisé et on en avait tiré la leçon que c'était un staff qui était très orienté joueur. Et c'est ça sa force en premier. C'est effectivement, ça a été dit et par Nas et par toi Clément, c'est que c'est un staff qui comprend la force et les faiblesses des joueurs,
Donc il comprend aussi la force et les faiblesses des joueurs sur le moment, ce qui fait donc des bonnes rotations, et qui a aussi une bonne vision d'ensemble sur comment garder chacun de ces joueurs impliqués. C'est ce qui ressort là aussi. Les Dudley parlent d'un coaching staff de famille. C'est ça. Et je pense que tout le monde adhère dans le vestiaire. Et si bien que dès qu'il y en a un qui doit rentrer parce qu'il y a une blessure ou autre, il est prêt et il est bon. Tu vois, Dudley, c'est un cas, par exemple. On n'a pas pu jouer pendant les 15-20 matchs, hormis garbage time. Kuzma se pète, il rentre et il a, les meilleurs stats à 3 points de l'équipe. KCP est en perdition complète sur le début de saison. L'autre, Bradley, lui bouffe tout son rôle tu vois, alors qu'avant, il aurait pu prétendre à une place dans le 5. Eh bien, c'est pas grave. Vogel lui a continué à lui accorder sa confiance. Résultat, quand Bradley se pète, KCP est au niveau. Pareil pour le cas Rondo. Bon, le cas Rondo, c'est un cas qui va me poser problème sur l'analyse parce que, ma foi, un Rondo qui est créateur et qui met des 3 points, c'est quand même finalement assez intéressant. Mais là, est-ce qu'on peut pas encore à nouveau féliciter Vogel pour avoir su maintenir un Rondo impliqué alors que son début de saison n'est pas bon du tout? Ouais. Donc voilà, je pense que la force de ce trio de head coach vétérans entre Kidd, Hollins et lui, c'est ça. Tu rajoutes à côté un Phil Handy qui a toujours été loué par tous les joueurs qu'il a pu avoir, je dis pas sous ses ordres, mais avec qui il a pu travailler. C'est ça la force de ce staff. Donc tu rajoutes à ça la force d'implication de ton vestiaire, plus le fait d'être suffisamment malin pour avoir des systèmes basiques, simples, mais ultra efficaces. Et ça fait que ça marche bien, ça marche très bien. Vu qu'on parle de coaching et de Frank Vogel, on a une autre question qui va nous amener à un autre sujet, messieurs. Avant de passer à Anthony Davis et à LeBron James et Alex Caruso, le Big Three, il y a une question de Magic Ben qui nous demandait: ne penses-tu pas que Vogel devrait faire plus de systèmes pour Kuzma? J'ai l'impression qu'il l'a oublié. Et on avait une autre question sur justement qu'est-ce qu'on pouvait attendre de Kuzma. Ouais, on peut parler de Kuzma. Ouais. Qu'est-ce que dire sur Kuzma? Le joueur, il met que des 3 points en buzzer beater. Qu'est-ce qu'il faut construire comme système pour mettre pareil? Alors, c'est très joliment dit par Adri. C'est vrai que Kuzma, c'est un cas qui est pas évident à commenter là pour le coup, parce que. Et j'aimerais qu'on prenne des pincettes, puisqu'on a Alex Sitou qui nous dit: le premier qui dit qu'il faut trader Kuzma, je vais bien le taper. C'est un diamant qu'il faut polir et laisser grandir. Il sera un franchise player dans 2 ou 3 ans. Va d'abord taper le socialisme triomphant aux États-Unis. Après tu reviendras parler de Kuzma, s'il te plaît. Moi, je cite juste les tweets et je ne participe pas à votre vindicte. Continue, Alex. Moi, ça me fait plaisir de te lire. Donc, on en était à Kuzma. Kuzma qui est totalement à côté de ses pompes. On avait dit qu'il était bien revenu. Il avait eu une belle série. Il avait fait 3 petits matchs à la sortie de sa blessure. Ça s'était moyennement passé. Il a commencé à faire une belle série. Il commence à rentrer des 3 points et tout. Et depuis, que dalle, une blessure. En fait, le problème de Kuzma, on n'a pas besoin d'en débattre pendant 1 heure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans sa configuration, on va dire, basket et physique, dans sa condition basket et physique, c'est un joueur, s'il n'est pas capable de rentrer ses tirs, que ce soit des tirs à mi-distance, du lay-up ou du tir à 3 points, c'est un joueur qui est vraiment pour le coup tellement monodimensionnel que quand ça fonctionne pas pour lui en attaque, il nous apporte rien et même parfois il nous handicape. Et c'est vrai que le problème est plus profond. Problème plus profond pour toi? Ouais, pour moi, parce que tu dis ok, il est unidimensionnel, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on a vu de Kuzma jusqu'à présent? C'est-à-dire un joueur qui produit beaucoup dans une équipe qui sous-performe et dont la production ne sert à rien. Ouais. Vu qu'aujourd'hui, son rôle est exactement l'opposé de ça, c'est-à-dire qu'il doit avoir un rôle de lieutenant qui doit être en appui, qui doit récupérer, juste les miettes et qui doit être ultra efficace avec les miettes qu'on lui laisse, donc il peut plus avoir le volume qu'il avait auparavant. C'est là où tu vois que ça s'effondre. Ouais, mais lui, en plus, à sa décharge, mais lui, à sa décharge, il cherche pas l'énorme volume. Pour le coup, il force. Enfin, je le sens pas, tu vois. Il ne peut plus forcer. Il ne peut plus. Ah non, mais il ne peut plus. Non, mais on est bien d'accord. Mais je veux dire, il ne le fait pas. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est un joueur. Est-ce qu'on devrait lui dessiner plus de systèmes? C'est toujours pareil. Non. Moi, je comprends pas pourquoi on devrait lui en dessiner à lui plus qu'à KCP, par exemple, tu vois, qui revient bien, notamment derrière la ligne à 3 points. C'est la question à 1 million d'euros, Kuzma. Parce que regardons un petit peu le contenu de Kuzma. Alors, il a un pourcentage à 3 points qui est extrêmement flatteur sur les 10 derniers matchs, et à mon avis, qui est bien plus flatteur qu'il ne l'est réellement, avec un nombre de 3 points qui n'ont pas d'incidence sur le cours du jeu, et avec ces fameux buzzer beaters. J'ai un peu poussé le trait, mais il y a quand même de ça.
Moi, ce qui m'étonne, c'est le fait que balle en main, c'est une catastrophe. Il y a une action sur 2 qui finit en turnover. La vision, c'est 0. Tu peux pas confier la balle à ce mec-là. Même s'ils sont des mecs comme Bradley ou KCP, peuvent en faire quelque chose pour les autres. Lui, non. Ou du moins, pas cette année. Peut-être qu'il a perdu la confiance qu'il avait pu avoir l'année dernière quand il avait vraiment la balle de manière assez... Bon, je suis sur des volumes de minutes assez importants. Là, ce n'est plus le cas. Donc non, tu ne dessines pas des systèmes pour lui. Moi, je lui trouvais des qualités sur les cuts, par exemple, notamment. Je le trouvais plutôt bon. Et c'est vrai que là, dans son contenu, dans ce qu'il joue, on le voit pas beaucoup attaquer le cercle quand on joue arrêté. On le voit attaquer le cercle en transition notamment, mais en jeu arrêté, il attaque pas beaucoup le cercle. Tu sens qu'il est uniquement en mode spot-up shooter, si tu veux. Mais le problème du spot-up shooter, c'est que quand ça fonctionne pas, et que derrière, en plus, tu te fais arracher en défense. Parce que tu vois, par exemple, un Danny Green, qui lui est quasiment tout le temps en spot-up shooter, un mec comme Danny Green, il t'apporte du hustle à côté sur le rebond offensif, tu vois, il va se battre, il va essayer d'en récupérer, et en défense, il se débrouille quand même beaucoup mieux que Kuzma. Le problème de Kuzma, c'est que si à un moment donné, il réinvente pas aussi lui-même son basket, ça va être difficile à mesure que la saison va avancer. Parce que tu prends trop de risques, toi, en tant que joueur, en étant capable uniquement d'apporter sur des tirs. Et la preuve des spot-up shooters aujourd'hui dans notre équipe qui ne sert qu'à ça, il suffit de les voir. Tu vois, t'as Daniels qui joue 5 minutes par match. Et voilà, si tu veux un vrai rôle de lieutenant, il faut que tu sois capable de faire autre chose que de mettre des tirs et voilà, couvrir au moins quand tu ne les mets pas. Et le problème de Kuzma, il est là aussi. Joris Lyoto va peut-être nous apporter une transition, messieurs, puisque je lis. Il nous demande ce qu'on fait de Kuzma, comment réussir à le faire devenir un joueur majeur, puisqu'on aura besoin de ces 15 points en play-off. Donc, tu as un peu répondu sur ça, Adrien, notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, il est capable d'apporter ces 15 points en sortie de banc comme il pouvait le faire mais quand il n'y avait pas LeBron et AD, ça c'est un autre débat. Et il finit par une petite question, un trade, point d'interrogation. Donc ça me permet d'ouvrir une page puisque vous avez été plusieurs à réagir maintenant en disant, vu que l'équipe tourne bien, est-ce qu'il faut changer quelque chose, est-ce qu'il faut apporter un petit plus au risque de casser cette alchimie qui est en train de se créer, cette cohésion. Donc je cite en pêle-mêle BG Lyonnais, Thomas Larrey et Prono Basketball. Voilà. Messieurs, est-ce qu'on trade Kuzma? Est-ce qu'on trade pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on trade Quinn Cook? Est-ce qu'on trade pour André Iguodala? Denzel Valentine. Non, on doit trade Kuzma si on a une belle offre qui se propose. On est une équipe qui joue le titre. On doit trade Kuzma si, et là, c'est plus rien. Si tu améliores le roster, tu dois le faire. La question ne se pose pas. Le problème du trade de Kuzma, c'est qu'à l'heure actuelle, sa cote, elle est vraiment lamentable. Elle ne sera pas plus basse qu'elle ne peut l'être maintenant. Ou alors, il faudrait vraiment escroquer un imbécile de GM qui ne comprend pas ce qu'est vraiment le fond de ce joueur-là. Après, quitte à trade, alors à ce moment-là, il faudrait être suffisamment fort pour trade pour un joueur avec pas plus de 2 ans de contrat et qui aura un apport réel sur ton jeu. Par exemple, JJ Redick. Si tu arrives à caler un packaging qui inclut Kuzma pour Redick, je prends. Ça se comprend. Moi aussi, je pense que je prendrais. Putain, Griffin, il va réunir tous les Lakers en fait, c'est ça. Ah oui, mais qu'il est pas tous. D'ailleurs, est-ce que vous pensez aller chercher Kuzma aujourd'hui en milieu de saison alors qu'il en voulait pas l'été dernier? Non, il le voulait l'été dernier. Ah, il le voulait? C'est nous qui n'avons pas voulu le lâcher. Ouais, ok. Je pensais qu'il voulait absolument une gramme, mais qu'il voulait pas de Kuzma. Non, ça s'est joué, je crois, entre Kuzma et le pic, et on a préféré balancer le pic plutôt que Kuzma. Ok. Ouais. Pour des questions on aurait pu sélectionner Cameron Reddish. Par exemple. Du coup, on retourne sur le sujet des trades, mais si on n'en a pas fini, je vous lâche pas sur ça. Est-ce qu'on trade pour récupérer quelqu'un d'autre ou au risque de casser cette cohésion puisque l'équipe tourne bien, le groupe vit bien, #Elfie. Mais moi je reste sur Kuzma. Est-ce que ce serait pas aussi le seul joueur qui à l'heure actuelle peut pas mettre le grain de sel, mais qui peut être un petit problème dans le vestiaire, sachant que c'est un joueur qui a une très haute opinion de lui-même, qui se voyait All-Star, qui se voyait ceci, qui se voyait cela, et qui se rend compte à l'heure actuelle qu'il ne l'est pas, et qui pourrait, tu vois, avoir une sorte de ressentiment par rapport à sa situation. Est-ce que c'est pas le moment, je sais pas comment ça se passe au sein du vestiaire, mais est-ce que c'est pas le moment de se pencher sur son cas et peut-être de l'envoyer ailleurs? Là, il déprimerait moins, et il pourrait mettre ses 20 points qui servent à rien par match.
Non, après, oui, c'est vrai que là, enfin, c'est pas qu'on extrapole, mais effectivement, on se pose des questions sur son alchimie dans le vestiaire, etc. Moi, je nuancerais quand même ton propos en disant que sur le terrain, manifestement, il montre pas qu'il a cette opinion trop haute de lui-même. Moi, ce qui m'embête énormément, ça, c'est en tant que fan, c'est pas spécialement en tant que médium sur le vestiaire des Lakers. Moi, ce qui m'embête, c'est que il est extrêmement actif sur Twitter pour raconter un tas de conneries, etc. Et sur le terrain, t'es zéro. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'embête. J'ai beaucoup de mal déjà avec les joueurs qui tweetent beaucoup, mais qui ne jouent pas correctement. Donc moi, en tant que fan, ça me frustre. Maintenant, est-ce qu'il faut le trade pour autant? Moi, je me dis, aujourd'hui, Kuzma, il a un niveau qui est extrêmement bas. Peut-être que vous serez pas d'accord avec moi. Il a un niveau, enfin, sur le fait qu'il a un niveau extrêmement bas, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Je me dis, cette équipe aujourd'hui, elle tourne bien, elle gagne des matchs avec un Kuzma qui est mauvais. Qui ne joue pas, effectivement. Est-ce que ce serait pas intéressant pour nous, en deuxième partie de saison, de l'avoir justement sous le coude pour un éventuel, au moins, j'ai pas envie de vous dire une explosion, mais au moins un évétuel renouveau ou un début de renouveau dans cette deuxième partie de saison, par exemple, post-All-Star Game, je sais pas. Ah non, je suis pas du point de vue où il faut enterrer Kuzma tout de suite, de toute façon. Donc, ouais. Mais pas non plus en espérer lui qu'il soit la troisième roue du carrosse. Est-ce qu'il faut l'attendre d'un Kuzma qui vient de compléter un Big 3? Non, ça pense que maintenant les gens ont compris que le Big 3 ça aurait peut-être été AD, LeBron, Ingram éventuellement, ou AD, LeBron, Lonzo, mais c'est pas AD, LeBron, Kuzma. Ça c'est clair. Tu vois, il a suffi, comment dire, d'une demi-saison pour qu'on finisse avec ça, et tant mieux. Mais le seul truc qui m'embêterait sur un trade de Kuzma, c'est qu'effectivement après sur le poste 4, on serait un peu dégarni de trouver une solution. Effectivement. Bon, maintenant on a K-Cock en two-way player, mais bon, c'est pas un peu juste. Ouais, c'est un peu juste. Un peu juste. Ça fait un peu juste. Alors, ça fait un peu juste au niveau du profil. Après, je pense qu'au niveau de l'envie et de l'impact, sur le côté orienté équipe et énergie, c'est aussi bien. Mais c'est au niveau effectivement du profil et du fait que ce mec-là n'est pas capable de s'écarter. Et niveau cible, on va rester, je pense, à attendre qu'André Iguodala négocie un buyout. Si jamais il négocie un buyout. Ça va être compliqué, finalement. Plus le temps passe, plus on se rend compte que ces connards de Memphis, ils n'ont pas envie de le lâcher. Alors qu'ils ont Josh Jackson quand même à faire jouer. D'autres questions? Oui, on peut passer aux joueurs, messieurs. Allez. On nous a posé des questions sur 3 joueurs. On commence par le plus valuable de tous, Alex Caruso. Oui, effectivement, question du doc. C'est ça, qui nous a posé la question et qui voulait pointer du doigt son efficacité défensive et son impact sur la défense des Lakers. Adrien, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Caruso, c'est l'excellente surprise de ce début de saison. C'est un joueur qui est essentiel et qui a l'archétype du joueur dont tu ne verras pas l'impact sur la box score. C'est vrai que c'est un peu parfois une phrase toute faite en disant oui, mais il fait les petites choses, mais lui c'est vraiment ça. Il va faire des matchs à 3 points, je sais pas, 2 passes, un rebond et 2 passes. Un rebond et une interception, tu vois. Mais en fait, le mec, c'est lui il est à l'origine de tous les gros runs. Et quand tu commences à fermer défensivement. D'ailleurs, il y a des stats qui mentent pas. C'est sur les 10 derniers matchs, c'est lui qui a le plus gros net rating de l'équipe, plus 21. Et il a un true shooting percentage d'environ 64, ce qui est de loin la meilleure marque parmi les arrières. Ce mec-là c'est une petite pépite. C'est une petite pépite d'avoir ça. Parce qu'il matche bien avec n'importe qui. C'est ça, tu vois. Et en plus, ça marche d'autant mieux que Vogel arrête de le faire jouer comme le joueur qu'il n'est pas. Tu vois, c'est-à-dire avec la balle en main. C'est ça, c'est plus lui qui va organiser le jeu sur pick and roll, c'est pas son jeu. Tu le vois encore par moments faire du drive, parce qu'il a quand même une jolie vitesse, et puis au cercle, la finition au cercle est pas trop mal, mais voilà, il a arrêté ce rôle-là, il a confié depuis à d'autres, en s'appuyant peut-être sur Rondo ou sur les autres arrières. Mais non, c'est très bien, Caruso, c'est très très bien. Après, la question, c'est est-ce qu'on doit craindre que Rondo lui pique toutes les minutes? Là-dessus, je ne sais pas. Rondo revient en forme aussi, finalement. Puis je suis moins. Le souci, c'est qu'on a tout le monde en forme, du coup. Oui, c'est ça. Il y avait Rondo qui était blessé au départ, puis Rondo est revenu, mais Bradley s'est blessé, il y avait KCP qui avait moins de temps de jeu, etc. Et tu avais forcément 4 mecs à utiliser sur le backcourt, donc Rondo, ou Avery Bradley, Danny Green, KCP et Caruso avec du temps de jeu. Et là, maintenant, t'en as 5. Et ça coince un peu, quoi.
Et donc à ce moment-là, je fais confiance à Vogel pour donner les minutes à leur forme. Il y a manier les rotations en fonction. Donc non, il y a pas de je m'inquiète pas. C'est pas une grande source d'inquiétude pour moi. C'est vrai que j'ai vu ça passer un petit peu sur Twitter. Je crois que c'est Lakers Film Room qui a mis un petit peu en emphase. Mais moi, je suis pas plus inquiet que ça. Vogel a montré qu'il était capable de gérer ce type de problème de riche, on va dire. Ouais. Et donc, pour confirmer au Dr Biggie, oui, Caruso a un excellent PIPM, donc plus 1,74 pour un joueur qui joue sur le banc, qui sort du banc, c'est vraiment assez impressionnant. Voilà. Ah bah oui, c'est clair. On passe peut-être à... Vous préférez lequel, le chauve ou le mono-sourcil? Mono-sourcil. On peut commencer par celui qui a été élu joueur de la conférence Ouest de la semaine, par exemple. Exact, puisque ce soir, il a été élu joueur de la semaine. Il tourne même pas en triple-double. Est-ce qu'on peut penser à un trade, du coup? Est-ce que l'équipe va mal? Est-ce que... moi, je trouve que c'est un meneur surcoté. Voilà. Il est vieux, et ça se voit énormément sur le terrain. Donc... LeBron James, que dire? C'est ça. Non, franchement, il est incroyable. Enfin, je veux dire, moi, franchement, quand je le vois jouer, les mots me manquent. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, c'est un joueur, je vous le dis franchement, que je portais pas spécialement dans mon cœur à l'époque, où il n'était pas un Angelino. C'est vrai qu'il y a toujours eu ce fameux débat Kobe, LeBron, machin et tout. Moi, en tant que hardcore fan des Lakers, hardcore fan de Kobe, c'est pas que je le dénigrais, mais voilà, je l'encensais pas spécialement et je m'intéressais pas spécialement aux joueurs, même dans l'absolu. Et c'est aujourd'hui, en le voyant mener notre équipe, que je me dis, en fait, ce mec, c'est un cyborg. Il vient d'une autre planète. Et pour cause, tu le vois à la création. C'est vrai qu'en défense, parfois, il a des errances, il a des moments d'errance, des moments d'oubli. Je trouve qu'il est moins impliqué aujourd'hui, après 27 matchs qu'il était sur, disons, les 5-10 premiers matchs de la saison. Il en a plus besoin, exactement. Je veux dire, quand tu as même déjà un Anthony Davis qui fait un travail monstre de ce côté-là du terrain, tu peux t'appuyer. Et c'est bien, franchement, tant mieux pour lui. C'est bien que lui, à son âge, il n'est pas à charbonner des deux côtés à fond. D'autant qu'en plus, de l'autre côté offensif, il est quasiment exempt de tout reproche. Moi, je suis toujours un peu déçu que les refs ne soient pas super cool avec lui en tant que sur certains de ses drives. Franchement, quand tu le vois driver, il le fait avec une intelligence quand même très très bonne. Il floppe pas beaucoup. Je pense qu'en fait, il devrait peut-être flopper un peu plus et peut-être qu'il gagnerait plus de lancers. Pas dit qu'il les transforme, évidemment. C'est pas trop tard. Tu vois, dans sa trajectoire de joueur, est-ce que c'est pas trop tard par rapport aux arbitres, tu vois? Effectivement, il y a de ça aussi, c'est clair. Mais non, LeBron James, tu vois, il y en a beaucoup qui vont dire c'est le MVP, entre guillemets, c'est le meilleur joueur des Lakers. Pour moi, c'est encore un sujet qui se discute, même si sur les stats et sur les stats avancées, c'est lui le meilleur joueur de l'équipe. Moi, j'ai aussi un petit quelque chose pour Anthony Davis. Voilà, on va pas se mentir. #no, bon, évidemment, bien sûr. Mais non, voilà, LeBron James. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais moi, j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est qu'il est extraordinaire et que pourvu que ça dure, pourvu qu'il ne se blesse pas. Moi, il m'a pas l'air facilement fatigué. D'ailleurs, on a des questions encore une fois sur le load management. Ça va être l'occasion de refaire encore un point, même après l'avant-dernier pod. Du coup, on en avait parlé déjà un petit peu. Est-ce qu'il faut le bencher? Moi, je partirais du principe qu'il faudrait peut-être un peu penser un peu plus le bencher. Maintenant, de là à en faire du load management, moi, je comprends pas l'intérêt. Il n'a pas l'air spécialement fatigué. D'ailleurs, il a eu une interview post-match là contre les Hawks, justement, où il a été interrogé sur est-ce qu'il devrait se reposer, est-ce qu'il est fatigué, est-ce que ceci, et sa réponse, elle a été très nette. Il explique que si Vogel ne me fait pas jouer, elle est bonne sa réponse. Il explique que si Vogel ne me fait pas, si Vogel me fait jouer, c'est que je vais bien. Si Vogel ne me fait pas jouer, c'est que je vais pas bien. Voilà, point barre. Ah, c'est ça. Moi, c'est le reste du truc. Il disait, je sais pas encore combien de matchs j'ai dans les jambes. Et me dire que je ne joue pas alors qu'il y a des gamins qui sont venus me voir expressément ce soir-là, ça j'ai pas envie. Je trouve que c'est bien. Tu vois, c'est ça. C'est sûr. Et puis le respect des fans, il est quand même fort chez ces gens. Carrément, parce que c'est vrai que, je veux dire,
pour beaucoup des fans des fans de NBA d'Atlanta. Quand t'as un Lakers Hawks, les gens ils viennent pas pour voir Trae Young. J'aime beaucoup Trae Young, mais faut être réaliste, tu vois. Donc tu l'as vu d'ailleurs sur le match. Enfin, dès qu'il y avait un panier de LeBron, t'as toute la salle qui explosait. C'est embarrassant quand même. Un peu. Franchement, je suis fan des Hawks, je suis embarrassé. Ah oui, surtout qu'en plus leur arène, c'est pas forcément la plus bruyante en temps normal déjà d'habitude. Donc moi non, LeBron James, respect incroyable. J'espère que ça va durer. Adrien ? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire ? On lui a donné, vu la construction du roster, on lui a donné depuis le début de l'année le rôle du meneur de jeu, donc le rôle du mec qui doit impliquer tout le monde, qui doit rendre les autres joueurs meilleurs, et il le fait. Soir après soir, il le fait. Et même parfois, ou lorsque sur une première mi-temps, il est dégueulasse, sur la seconde, il se réveille et il est monumental. Non mais c'est vrai. Quand il a commencé à se dribbler sur le pied, j'en avais marre. Tu vois, à un moment donné, il se dribble sur le pied et il s'en va en marchant. Putain, j'en avais marre. Mais tu vois, c'est un problème de riff, encore une fois. Après, tu vois, après il se réveille. Il faisait déjà l'année dernière. Après, c'est que je ne regardais pas trop quand il était à Cleveland, avant qu'il vienne chez nous. Mais il est insolent de réussite à 3 points en sortie de dribble. Mais genre, il les tire du parking. Il est hallucinant pour ça, quoi. En plus, à chaque fois, c'est des 3 points qui sont vraiment importants pour toi. Soit pour te remettre dedans, soit pour mettre un gros coup de massue. C'est le même tir qu'il prend. Oui. Et il dit se fout de sa gueule d'ailleurs. Et il dit essayer de l'imiter à l'entraînement et tout. C'est toujours cette vieille routine où il part arrière, là, comme ça. Et en fait, j'avais lu un article qui disait que c'était très. En fait, ça paraissait débile comme façon de tirer, mais c'est extrêmement dur à défendre, il paraît, parce qu'en fait, il se crée un espace tellement énorme sur son jump shot, même s'il saute pas en partant en arrière comme ça, qu'en fait, c'est difficile de le contester, en fait, finalement. C'est tout le poignet qui est. C'est tout le poignet, exactement. Donc, je veux dire. Un monstre. Il est phénoménal, franchement, il est phénoménal. C'est ça. Il est phénoménal. Et peut-être pas le meilleur joueur, on l'avait encore redit il y a 2 semaines, peut-être toujours pas le meilleur joueur de la ligue, parce que Giannis est aussi extraordinaire. Mais moi, il est le MVP de mon cœur, clairement. Voilà. Il y a un autre candidat au MVP de Los Angeles, et c'est Anthony Davis. Anthony Davis qui était donc du coup lui qui était joueur de la semaine dernière. Ouais. Avec la semaine d'avant aussi. Ouais, c'est ça, 4 victoires, 35 points, 8 rebonds, voilà, et ultra valuable. Ce qui est impressionnant, c'est que depuis le début décembre, monsieur Anthony Davis, c'est 30,4 points, 9,6 rebonds, 2,8 assists, 1,4 interceptions et 2,1 blocs. Et plus que la pression visuelle et les stats avancées, en fait, quand tu conjugues les deux, c'est effrayant ce qu'il fait. C'est effrayant. Juste, je te dis un truc, c'est tu vois qu'il fait un mauvais match, 20 points. Tu vois, tu dis, il est vraiment pas bon, 20 points. Il est bon, 30 points. Et il commence à être très bon, ça devient pornographique. C'est du 40-20, du 50-30, non, c'est bon, laisse tomber ce joueur. Plus que ça, c'est que tu dis, quand tu regardes les stats, tu dis, ouais, je sais plus où il fait, je crois qu'il fait 20 points, 6 rebonds, ou 12 points, 6 rebonds. 14 points, c'était 14 points. Ouais. Tu dis, c'est de la merde. Et en fait, mais quand tu regardes le match, il te met 2 blocs et il vient contester les tirs dans le moment clutch et il te sauve à la fin de match. En fait, c'est ça le truc. Et ça, il y a beaucoup de. C'est pour ça qu'assez régulièrement, j'ai pointé le fait dans les récaps, et toi aussi, Clément, que le box score ne lui était pas spécialement flatteur. Il se fait souvent défoncer au plus-minus, par exemple, qui est pas. Ouais, mais après, ça se rattrape sur les autres stats avancés. Ouais. Ça se rattrape sur les autres stats avancés, évidemment. Mais sachant que le plus-minus, c'est pas les stats avancés. Voilà, c'est ça. Non, évidemment. Sur les stats avancés. Non, ça n'est pas du tout. Plus-minus. Non, mais je veux dire. Comme le père. Non, mais je veux dire, disons les choses clairement. Nous, on essaye de proposer de la stat un peu différente que le plus-minus, mais il y a aussi beaucoup d'autres de nos confrères qui se limitent beaucoup à la lecture basique d'un box score. Et dans la lecture basique d'un box score, t'as même pas le net rating ou le PIPM. T'as les stats brutes, et dedans t'as le plus-minus. Et c'est vrai qu'on a reçu des tweets et des réponses. Et moi, j'aime bien y répondre par rapport au plus-minus. Il se fait souvent défoncer, effectivement, sur cette stat-là, qui est une stat qui dépend en fait tellement de plein de facteurs autres que le joueur en question. Bref, tout ça pour dire que Anthony Davis, là, ça va faire, on va dire, une petite dizaine de matchs, voire même plus, où il accumule un nombre de game-winning plays en défense qui sont ouf, qui est ouf, pardon. Un nombre, mais phénoménal. Ça veut dire que en attaque aussi. En attaque aussi, évidemment. Je veux dire, en défense, il a une assise défensive. En fait, moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est sa précision dans les déplacements, par exemple en 1-1,
à, on va dire, 2-3 minutes de la fin du match, là où tous les joueurs sont un peu éreintés, etc., lui, ça va vraiment être le joueur où tu sais que tu vas pas réussir à le driver, en fait. Tu vas pas réussir à l'emmener vers le panier facilement et le dépasser. Ce mec, c'est une muraille. C'est un truc de malade. Effectivement, bon, l'attaque, c'est très facile pour lui. Et tu vois, même quand il a... Ouais, contre le Heat, tu vas le chercher lui à 3 points, tu vois, en sortie d'écran posée par Danny Green, et c'est lui qui te met le 3 points qui t'enlève le match à la fin. Incroyable. Incroyable. Et il n'y a pas, en fait, c'est là où il est hallucinant, il n'y a pas un seul truc en attaque qu'il ne sait pas faire. Et il est tellement complet que s'il n'est pas bon dans un de ses domaines offensifs, les autres domaines vont le rattraper. Non, c'est clair. Genre quand il met sa performance de mammouth contre les Wolves, c'est juste du défonçage en règle à l'intérieur. Oui, c'est exactement ça. Tu vois, c'est le joueur qui me réconcilie avec le jeu au poste. Et ça, il part de loin pour réussir un tel espoir. Mais il est tellement fort que tu fais waouh. Et même maintenant en plus, où il recommence à être un petit peu réconcilié avec son jump shoot sur le mid-range, tu vois, sur un fade-away et ce genre de choses. Vas-y, fais ce que tu veux. Vas-y, prends tout le temps que tu veux. Prends-les dans n'importe, pied gauche, main gauche, je sais pas, les yeux bandés, fais ce que tu veux. Vas-y. Non, mais le truc, en plus, au lancer franc, c'est super solide. Tu vois, c'est super régulier, c'est super solide. Ah, et lui, il les a, les sifflets. Bon, il les a, effectivement. Lui, il les a. Il les a, et il les mérite aussi, parce que c'est pareil, c'est un joueur, en réalité, c'est très compliqué, je pense, pour un intérieur de défendre sur lui sans faire faute. En fait. À chaque fois, tu prends le bras. Ben oui, c'est ça. À chaque fois, tu prends le bras. Il est tellement rapide, en fait, il est tellement rapide et tellement grand que ça doit être une horreur à défendre contre lui, au poste en tout cas. Et donc voilà, donc Anthony Davis, et puis voilà, Clément l'avait en parlé en début d'intro sur AD, même quand, ou c'est plutôt toi, pardon Adri, même quand il score pas beaucoup, en fait, c'est le mec qui vraiment, sur le plan défensif, ne déçoit jamais. Est-ce qu'il nous a déjà déçu sur un match cette saison en défense? Moi, j'en ai pas le souvenir. Alors que là, ça fait quand même 27 matchs. Est-ce qu'il les a tous joués? Je crois qu'il les a tous joués. Il en a peut-être raté un. Non, il en a raté un contre les Warriors. Ouais, c'est ça, contre les Warriors. Voilà, Anthony Davis, je sais pas trop quoi dire de plus sur lui. Adrien, quelque chose à rajouter ou pas? Ou je peux juste rebondir sur... voilà. J'avais eu 2 questions sur ce sujet, donc dont une d'Alexer qui nous demandait un petit mot sur les fabuleux joueurs que vous ne vouliez pas échanger contre Anthony Davis. Je parle bien sûr de Hart, Ball et Ingram, qui ont encore un bilan catastrophique avec une autre équipe que les Lakers. Du coup, il me semble pas avoir... Tu veux? Ouais, je réponds directement à celle-là parce que je la prends un peu plus personnellement peut-être que vous. Il est vrai qu'à l'époque du trade, moi, je pensais... Alors, c'est pas tant sur les joueurs qu'on a envoyés que sur l'ensemble du package, où je pensais qu'on en avait trop donné. Et je continue à penser qu'on a beaucoup donné, notamment au niveau des pics, parce qu'on n'a pas eu d'offres équivalentes jusqu'à présent dans la ligue récemment, tu vois, là-dessus. Mais malgré tout cela, si le trade, on doit le refaire 10 fois, 100 fois, je le refais avec quand même une réserve. On a joué 27 matchs. Oui. Tu vois, le jugement sur un trade, il faudra le faire déjà à la fin de l'année, puis dans 2 ans. Il faudra faire s'il re-signe déjà, pour commencer. Exactement, voilà. Tu vois, c'est déjà la première chose. Et après, on verra dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et on jugera à l'aune des carrières respectives de tous les joueurs impliqués et des évolutions des franchises qui ont fait l'échange, si le trade aurait été réussi. À l'heure actuelle, oui, il est tellement fort que ça nous fait oublier le fait qu'on a envoyé beaucoup. Voilà, moi c'était aussi l'avis que j'avais. Il me semble pas qu'on ait dit qu'on ne voulait pas d'Anthony Davis non plus. Non, on l'a jamais dit. Non, ça, on a surtout pointé du doigt que tu files un paquet de joueurs et de pics alors qu'il n'y a personne en face. Enfin, à part pour Woj, apparemment il y avait des Celtics en face en fait. Ah oui, pardon. Mais le mec, c'est surtout que voilà, il dit non, moi je prolonge pas, je veux me barrer. Il y a personne en face et pour nous filer un package où tu avais donc 4 joueurs et 3 pics et des swaps, plus des swaps. Donc pour nous c'était un peu bloqué. Je pense que tu pouvais grappiller un peu. Évidemment que tu vas pas le trader contre Kuzma et contre KCP. On n'a jamais dit ça non plus, mais tu pouvais en retirer. Mais comme le dit Adri et comme le dit Aruna, évidemment que j'aurais enlevé KCP, j'aurais gardé KCP, c'est mon joueur favori. Comme le dit Adri et Aruna, du coup oui, on sort vainqueur du trade. Il n'y a pas de souci sur ça. Oui, mais on sort vainqueur du trade effectivement. Maintenant, on pouvait pas non plus aussi être extrêmement ravis de lâcher par exemple un Lonzo et un Ingram aussi. Même ils avaient quand même une valeur sentimentale aussi pour nous ces joueurs. Faut aussi surtout que Ingram, faut aussi prendre ce facteur en compte. Oui, on peut pas dire que Ingram c'est votre. On peut pas dire. Voilà, si on fait une brève analyse qui demande par rapport à un joueur catastrophique, Hart fait du Josh Hart.
Ball est un peu en retrait. Et Ball est pas bon, disons-le. Ouais, et Brandon Ingram joue juste comme un All-Star à son poste. Voilà. Dans une équipe qui est totalement à la rue défensivement. Voilà. Non, mais c'est clair. C'est étonnant, on l'avait pas pointé du doigt, on n'avait pas espéré à ce point-là. On passe à la suite, messieurs, on peut parler du calendrier. Pas du FC calendrier, du vrai calendrier. Non, du vrai calendrier. Calendrier un peu costaud sur cette fin d'année. On récapitulera les paris une autre fois, puisque je n'ai pas les notes. Il me semble que Nas, tu as fait un petit écart sur cette saison, enfin sur cette semaine. En fait, moi, je t'avais prédit beaucoup de victoires, j'étais super optimiste, et finalement, voilà. Mais je pense que c'était le seul à l'avoir prédit, celle contre la Jazz. Moi, j'avais prédit défaite, Adrien aussi, je crois. Ouais. Moi, je prédis une victoire contre les Bucks, je vous le dis, pour commencer. Bref, allons-y. Donc, Pacers. Déplacement à Indiana. Victoire. Win. On va continuer. Adrien, Nas. Win. Attention, Malcolm Brogdon. On avait aussi pointé du doigt. Rigolez pas, en plus, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Déplacement à Milwaukee. Bah oui. Écoute, moi j'ai envie qu'on climatise vraiment tout le monde et qu'on, voilà, une bonne fois pour toutes. Moi je dis win contre les Bucks. Allez, c'est bon, c'est pas grave, tant pis. Qu'est-ce qu'on va être insolent, on va se faire détester. C'est vrai que si on gagne contre les Bucks, il faut que Twitter nous suspende parce qu'alors là, on va déchaîner les enfers, vraiment. Et c'est pas méchant, mais on va être intenable. Si tu veux qu'on soit vraiment chiant, on va faire les gros lourds comme l'année dernière, les Rockets, avec Harden. Harden MVP. Du coup, Adrien, tu dis quoi, toi, contre les Bucks? Je vais dire défaite. Défaite aussi, ouais. Ok, la tête sur les épaules, c'est bien. On a des grosses couilles, on n'en a pas, c'est... Réception de Denver. Et ils sont pas bien quand même, les Nuggets. Victoire quand même. En plus, il y a un certain arrière. Stop. C'est vrai qu'ils ont un arrière qui est un peu en méforme en ce moment. Il n'est pas surpayé d'ailleurs. Toujours l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Ça queen un peu en attaque. Mais bon. 1 sur 8, 2 sur 7. Moi, je prédis une défaite contre Denver parce que ça, on va pas non plus en gagner 50 d'affilée. Victoire, moi aussi, j'avais dit du coup. Réception des Los Angeles Clippers. Oh, putain. J'ai oublié pour. C'est Noël. Ah ouais, là. Ouais, c'est Christmas Day, ouais. C'est Noël. Allez, victoire, s'il te plaît, celle-là. Putain, moi je vais mettre victoire. C'est pareil, si on gagne, intenable. Je vous annonce, Noël, restez en famille, ouvrez les cadeaux avec mamie, parce que. Moi, je vais mettre win. Je suis pas certain qu'on va le gagner, franchement, mais je le mets parce que j'ai envie qu'on gagne celui-ci. Ouais, c'est ça, pareil. Déplacement à Portland. Win. Win aussi. Win, toujours. Tant qu'ils n'ont pas traité pour Kevin Love. Big up à Samuel. Va-t-on se faire réellement fumer par Melo? Tu vas le voir, non, je pense pas. Mais tu vas voir quand même le trade. Si le trade pour Love va se faire, je pense que la contrepartie sera dégueulasse. Ouais. Et ensuite, réception de Dallas, encore. Donc il y a un partout dans la série, on a gagné chez eux, ils gagnent chez nous. Ils jouent toutes les deux. Mais non, mais il n'y a pas Doncic. Mais il n'y aura pas Doncic du coup. Donc d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, peut-être qu'il sera revenu, les gars. Ouais, mais moi sur la vidéo, ça m'a l'air d'être plus long que 2 semaines. Hein. Franchement, voilà. De 2 à 4, ils ont dit. Hein. C'est 2 à 4 Ah ouais. Et oui, ils n'ont pas dit entorse de 2e degré? Je sais pas. Moi, j'avais vu que c'était soit 2 à 4 semaines, soit plusieurs mois du coup. Mais j'avais pas vu d'update sur le fait. Ouais. Plusieurs mois, c'est le 3e degré. Ouais, parce que moi, ça m'avait l'air d'avoir bien tourné, mais c'est vrai que j'ai pas suivi plus que ça. Moi, je pense qu'il sera pas là. Allez, victoire. Ouais, victoire aussi contre les Mavs. Victoire aussi, putain. Et on est vraiment des gros optimistes. Ça fait plaisir après ces saisons. Ça fait plaisir. Tant mieux. Mais en même temps, tu peux pas ne pas être optimiste alors que ton équipe est première de la conférence avec 24 victoires et 33 défaites, tu comprends? Ouais, non, j'entends. On passe au top flop du coup, messieurs. Allez. Qui veut commencer avec son top? Putain, il y en a. Allez, il y en a 2 gros. Je le fais. Vas-y. Et moi, j'ai sélectionné Frank Vogel en fait. Ouais. Ah ouais, ok. Et voilà, c'est pas souvent ces dernières années qu'on a sélectionné un coach parmi les tops. Mais bon, pour tout ce qu'on a dit un peu plus tôt dans ce pod, voilà, c'est le parfait général d'une troupe qui va bien. Donc voilà. D'autant qu'en plus on l'avait un peu douté de lui en début de saison. Tu te rappelles? Moi j'étais très sceptique. C'était pas non plus méchant, mais on n'était pas spécialement
emballé pour être poli sur sa qualité justement à apporter du système, etc. En fait, on se rend compte que ça s'est quand même bien amélioré dans la saison. La manière dont ça s'est fait, il faudrait rappeler ça, la manière dont ça se fait, c'est que Frank Vogel n'est pas présent c'est pas le premier choix du front office. Non. Il fait même pas partie de la liste des premiers choix du front office. Mais t'imagines, on aurait fini avec, comment il s'appelle l'autre là? On avait pas Monty Williams sur cette putain de liste? Oui, il y avait Monty Williams et Tyronn Lue. C'est ça le vrai duel pour les coachs. Tyronn Lue doit former un ticket justement avec Vogel, ça capote. Et après, à ce moment-là, tu commences à voir la liste du cauchemar qui apparaît avec les Mike Woodson, Lionel Hollins, tu vois. Là, tu commences à flipper. Donc tu te dis, ah non, on prend Frank Vogel finalement, ça va, bien, c'est bien. Ouais. Mais c'est ça le niveau de satisfaction qu'on a au moment de son recrutement. Et ça commence à virer avec déjà la conférence de presse sur son introduction. Et là, le discours était très bon. Puis après, il n'y avait plus qu'à juger sur pièce. Et là, ça fait quand même 27 matchs. Donc on peut se dire qu'on peut commencer à avoir une bonne idée de ce qu'il apporte. Et c'est quand même très, très satisfaisant. Donc merci Franck. Je suis d'accord. Un top, Nas. Un top. Oui, moi je vais faire du lobbying pour Anthony Davis parce que je l'avais dit dans le précédent pod, c'est mon joueur préféré dans ce roster. C'est le joueur auquel je prends le plus de plaisir, franchement, à regarder. C'est marrant. Mais moi, c'est pas LeBron qui me fait spécialement kiffer. Plus, moi, c'est vraiment Eddie. Donc voilà, un top mérité. On en a déjà parlé un peu, donc ça sert à rien de trop épiloguer sur son cas. Et moi, au lieu de pointer du doigt LeBron et de lui donner un top qui le mériterait logiquement, on va pas se mentir. Bah ouais. T'es vraiment un hipster de pas le nommer alors ouais, c'est ça. qu'il est joueur de la semaine quand même. Je sais pas comment on appelle ça dans les boîtes, c'est directeur délégué ou happiness management ou un truc comme ça. Non, directeur artistique. Happiness management où en fait tu vois une bande de gamins sur le terrain, mais dans le bon sens. Ils se prennent pas la tête, ils s'amusent, tu les vois en dehors, ils déconnent, ils sont tout le temps ensemble. Il y a vraiment une ambiance. Est-ce que les gens ont pointé du doigt? Est-ce qu'il faut casser ça en prenant un trade? Est-ce qu'on n'a pas peur de casser l'alchimie, la cohésion d'équipe? Mais hier, dans un sens, c'était marrant de voir Rondo faire une feinte de alley-oop pour LeBron et LeBron venir faire semblant de contrer. C'était cool. Dwight qui balance le ballon à Talen Horton-Tucker pour qu'il le garde jusqu'à la fin et alors qu'il lui renvoie, alors que ça n'a aucun sens. On est d'accord, c'est un turnover d'équipe, ça sert à rien de toute façon, tu vois, au bout des 24 secondes, c'est l'équipe qui prend un turnover, c'est pas tout. Oui, non, mais. Mais voilà, non, après tu les vois déconner à l'extérieur et tout, non, big up à cette équipe qui tournait bien. Voilà, je suis content. Donc le top, c'est l'équipe du coup. Voilà, la cohésion d'équipe. Ok, c'est beau. Flop. Ça fait comment est-ce qu'il peut nommer un flop alors qu'on a gagné 9 matchs mais on a perdu Mais c'est ça. Je veux dire, c'est compliqué quoi. Parce que même Rondo qu'on aurait pu foutre dans les flops gratuitement comme à chaque fois, on a pour le coup pas beaucoup de raisons de le mettre dans les flops parce qu'il revient même très bien. Donc moi j'ai pas de flop. Ouais, inespéré. Pour l'instant le Rondo de cette année c'est inespéré. Ouais. De cette année, on va dire. J'ai envie de te dire, il y a un flop. C'est compliqué. Le flop quand même du fait que Rondo marche bien, c'est qu'il a fait refleurir certains fans lyonnais d'ascendance italienne. Voilà, c'est ça le flop qu'on peut donner à Rondo. Alors moi, ça c'est trop rien, me bandit sur tous mes comptes de toute façon, donc je suis bloqué partout. Des fans aussi des fans des Celtics d'origine germanique aussi. Pardon. Du coup, non, moi j'ai pas de flop à part ça à donner. Ouais, je pense que ça va être une exception. Inch'Allah. Je crois qu'on n'en avait pas fait des flops la semaine d'avant non plus. Donc, pas top. Tu peux te pointer Quinn Cook du doigt, mais Quinn Cook, voilà. Oui, c'est vrai qu'effectivement, tu peux. Voilà, tu vois, on pourrait tous foutre Cook au sol et lui mettre plein de coups dans le corps. Et encore, il a 42% à 3 points. Oui, pourquoi tu veux le tabasser? Même lui, il est. Ce qu'il a à faire, il le fait bien. Non, mais c'est vrai que si moi tu vois dans le top limite j'aurais. Après voilà, moi j'aime beaucoup Eddie, mais Dudley aussi, franchement, c'était sympa ce qu'il nous a proposé sur les 5 nouvelles du qu'il a joué sur bagarre. Il y avait la bagarre, effectivement. Putain, complètement malade, il se serait fait éclater par c'était Iwundu des Magic, mais il aurait aimé laver en deux. Le père Dudley, il est tout bedonnant, il arrive face à l'autre bûche, c'est vrai que les close-out à la rage de Dudley, c'est beau à voir. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est pas si dégueulasse que ça, hein, malgré tout. Enfin, moi, je trouve ça meilleur que ce que fait Kuzma, par exemple, typiquement. Tu vois, c'est moins pire, en vrai. Mais à son rôle, il le fait bien. Ouais. C'est ça. Bon, par contre, si on n'a pas de flop, moi, j'ai quand même une dédicace. Allez. Et ma dédicace, elle va à Benoît et à sa femme, qui se sont donc dit oui ce dimanche dernier, là, donc le dimanche 14 décembre.
Donc Benoît, alias Dr Biggie, bravo. C'est beau. Je vous souhaite les plus belles années de bonheur et pour fêter votre mariage, Inch'Allah, un titre. Inch'Allah, j'espère. Mot de la fin, Nas, du coup? Non, moi, toujours pareil. Merci de suivre sur ce pod. C'est vrai qu'on en parlait avant l'enregistrement et on est quand même assez content de notre audience et du fait que on fait pas non plus des milliards de vues et on s'en met pas plein les poches comme Mister V à coup de YouTube Money, mais on est sur un pod qui est quand même très segmenté. On en parlait. On vous parle des Lakers, de stats avancées, etc. dans un contexte francophone. Et voilà, toujours un grand merci à vous de nous suivre du début jusqu'à la fin. J'avais un peu checké les stats du YouTube en plus avant le pod. Et sur nos vues, j'ai remarqué que c'est des gens qui restent vraiment jusqu'à la fin, qui écoutent le pod en entier. Et ça, c'est vraiment super sympa de votre part. Donc merci à tous. Continuez comme ça. Moi, c'est presque une conversation privée, Adrien. Donc il y a une trade machine. Donc il y a la trade machine d'ESPN et il y a la trade machine de trade NBA qui inclut le PIPM. Ouais. Et ce qui est vachement bien sur cette trade machine, tu vois, c'est que je peux envoyer Denzel Valentine aux Lakers et aux Bulls. Donc si jamais quelqu'un a l'adresse de Gar Forman et de John Paxson, pas de souci, faites transférer par nos DM, moi je m'occupe du reste. Allez, on se revoit d'ici 2 semaines, les gars. On se revoit dans 2 semaines. Allez, bonne soirée, ciao.